Libérer Isabelle. Une histoire de résurrection silencieuse. Preface. Il est des récits qui traversent l'écran comme une main tendue à travers le temps. Celui d'Isabelle, 76 ans, de Mâcon, est de cela. En ouvrant ce document, je n'imaginais pas faire la rencontre d'une femme qui, après 51 ans d'effacement, avait enfin osé exister. Ce témoignage, trouvé dans un fichier intitulé « Mon mari est mort et j'ai enfin pu respirer », est bien plus qu'une confession. C'est un manifeste pour toutes celles qui, comme Isabelle, ont appris à se taire et qui, peut-être, pourraient apprendre à s'entendre. Chapitre I. L'anatomia d'un silence. Isabelle Bourdon, née en avril 1950 à Mâcon, fille de Marcel et de Geneviève. Une femme ordinaire, pourrait-on penser. Une vie ordinaire, dans une maison ordinaire de la rue de la République, où elle est entrée en 1979 alors qu'elle attendait Catherine, sa fille. Mais derrière les murs de cette demeure en pierre, derrière la fenêtre de la cuisine qui donne sur la cour intérieure où Madame Gontier étend son linge chaque lundi, se jouait un drame silencieux dont Isabelle elle-même n'a pris la mesure que le jour où le rideau est enfin tombé. « Fernand est mort le 12 septembre de l'année dernière », écrit-elle. « Je n'oublierai pas cette date, mais je ne la célébrerai pas davantage. » Un jeudi, sous ce crachin bourguignon qui ne mouille pas vraiment mais se faufile partout. Et c'est là, dans la cuisine, en épluchant des pommes pour une compote, que l'infirmière des soins palliatifs est descendue de l'étage pour lui annoncer que son mari était parti. Comme s'il était simplement descendu chercher du pain. La première chose que j'ai ressentie, ce n'était pas de la tristesse. Ce secret-là, Isabelle l'a traîné depuis ce jour. Un soulagement énorme, silencieux, profond, qui lui est monté dans la poitrine comme une grande respiration après un long temps sous l'eau. Un soulagement qui lui a fait si peur qu'elle s'est assise par terre, le couteau encore à la main, le tablier taché du jus des pommes. Cette scène inaugurale contient en germe toute l'histoire d'Isabelle. L'impossibilité de pleurer celui qui fut son mari pendant un demi-siècle, l'effroi d'une liberté qu'elle n'avait jamais connue, et cette question vertigineuse qui la hante. Quelle sorte de femme es-tu, Isabelle? Quelle sorte d'épouse? Quelle sorte de chrétienne? Chapitre 2. Les noms du mal. Ce qui rend ce témoignage d'une puissance rare, c'est la lucidité avec laquelle Isabelle déconstruit la mécanique de l'effacement conjugal. Car il ne s'agit pas ici de violence physique, de cris ou de coups. Fernand n'était pas un monstre, nous dit-elle. Fernand était un homme bon, un homme qui ne buvait pas, qui ne la trompait pas, qui rapportait son salaire à la maison et allait à la messe le dimanche. Mais Fernand était un homme qui éteignait la lumière doucement. Je ne savais pas encore que le mal peut prendre beaucoup d'autres noms, écrit Isabelle. Il peut s'appeler s'asseoir à table tous les soirs et entendre son mari vous couper la parole à la moitié d'une phrase. Il peut s'appeler ouvrir son armoire et constater que la blouse qu'on mettait pour sortir avec les amis a disparu parce qu'il n'aimait pas le décolleté. Peut s'appeler 26 ans sans entendre son propre prénom parce que pour tout le monde dans le quartier, vous êtes devenue la femme de Fernand. Cette analyse fine des mécanismes de domination ordinaire est ce qui fait de ce texte un document sociologique autant qu'un témoignage personnel. Isabelle saisit avec une précision clinique comment le contrôle s'exerce non par l'interdiction, mais par l'avis répété, par la petite phrase qui s'installe dans l'esprit comme une mauvaise herbe dans un jardin, jusqu'à ce qu'on ne sache plus où finit la voix de l'autre et où commence la sienne. Fernand ne me disait jamais rien de manière directe, précise-t-elle. Fernand met des idées comme on sème des mauvaises herbes dans un jardin, lentement, sans qu'on s'en rende compte, et un jour vous vous apercevez que le jardin ne vous appartient plus. Chapitre 3. La première dépouille. Le jour où elle a quitté son travail chez le notaire, Isabelle a laissé bien plus qu'un emploi. Elle a laissé son indépendance, son argent, et avec eux, la capacité de décider pour de vrai. Quand une femme cesse d'avoir son propre argent, elle cesse de pouvoir décider pour de vrai, écrit-elle. Vous pouvez vous dire, tiens, je vais m'acheter un livre, et croire que vous décidez. Mais vous demandez la permission. Cette perte de la souveraineté économique est présentée comme la première mort, la plus grande, même si elle ne l'a pas comprise sur le moment. Chaque billet pris dans le tiroir du buffet devait être justifié, expliqué. Et quand Fernand disait « Isabelle, on n'a pas besoin de ça », le billet retournait dans le tiroir. Et la chose dont on n'avait pas besoin était presque toujours une chose dont Isabelle avait besoin. Un roman, une crème pour les mains, un café avec une amie. Les amis aussi se sont éloignés, dans ce mouvement insidieux que beaucoup de femmes de sa génération reconnaîtront. Marie-Claude, la première, est venue prendre le thé un samedi. Fernand est resté enfermé dans son bureau toute l'après-midi. À son départ, il est descendu pour dire à Isabelle que cette femme parlait trop fort, qu'elle riait comme une marchande des 4 saisons, qu'elle n'était pas une bonne compagnie pour elle. Il ne l'a pas interdite. Fernand n'interdisait pas. Fernand donnait son avis. Mais les avis de Fernand flottaient dans l'air de la maison comme l'odeur du pot-au-feu, et on ne pouvait pas ne pas les respirer. Chapitre 4.
les enfants, sauvetage et naufrage. La venue des enfants, Philippe en mars 1976, Catherine en février 1979, a été pour Isabelle à la fois un salut et un ancrage supplémentaire. Un salut parce qu'ils lui ont donné une raison de se lever chaque matin, une chair à aimer sans demander la permission, un langage secret que Fernand ne comprenait pas. Mais un naufrage aussi, car à travers eux, elle s'est ancrée encore plus profondément dans cette vie-là. Si j'étais parti seul, j'y ai pensé une fois ou deux dans les premières années, j'aurais pu retourner chez mes parents et chercher un nouveau travail. Mais avec 2 petits-enfants, où aller? Dans la France provinciale des années 70 et 80, une femme divorcée avec 2 enfants était une suspecte, une catastrophe ambulante, une femme que les autres mères regardaient avec pitié et peur. Alors elle est restée. Et elle s'est rétrécie, jour après jour, sans s'en rendre compte. Sans me frapper, sans crier presque jamais, il me rétrécissait. Politique, conduite de nuit, vêtements, Isabelle a cessé d'essayer. Elle s'est mise à acheter ce que Fernand ne désapprouvait pas, apporter des couleurs beige, marron, gris souris, des couleurs de mur, des couleurs de ne pas être là. Chapitre 5, les aquarelles du silence. Parmi les moments les plus bouleversants de ce récit, il y a celui des aquarelles. À 14 ans, Isabelle avait reçu de sa tante Suzanne une boîte Lefranc et Bourgeois, avec 12 godets de couleurs, 2 pinceaux, un petit carnet. 3 années durant, elle a peint ce qu'elle voyait, la fenêtre de sa chambre, le chien du voisin, l'église Saint-Clément un jour de brouillard. Sa mère lui disait « Isabelle, tu as un don, ma chérie. » La boîte, elle l'a emportée dans ses bagages lors de son mariage, l'a mise au fond d'un tiroir du buffet de la salle à manger. Un dimanche de 1978, alors que Philippe avait 2 ans, Isabelle l'a ressortie. Fernand était descendu au café, Philippe faisait sa sieste. Elle s'est assise à la table de la cuisine et s'est mise à peindre une branche du cerisier de la cour. Fernand est rentré à 5 heures. Il l'a regardé, a regardé la peinture, et a dit, sans s'énerver, « Isabelle, vraiment, à ton âge? Qu'est-ce que c'est que ce caprice ?» Il n'a pas jeté la boîte. Il ne l'a pas cachée. La boîte est restée là, sur la table de la cuisine, jusqu'à la tombée de la nuit, et c'est Isabelle qui l'a rangée, qui l'a remise dans le tiroir. Elle ne l'a plus rouverte pendant 42 ans. Voilà ce que c'est, le contrôle silencieux, écrit-elle. Il ne m'a pas interdit de peindre. Il m'a fait sentir que je faisais quelque chose de ridicule, en peignant. Et au bout du compte, l'effet est le même. Sauf qu'il n'y a pas de coupable. Parce que si je m'étais plainte à quelqu'un à cette époque, on m'aurait dit « Mais Isabelle, il t'a rien fait, point. » Chapitre 6, la maladie, dernier rôle. Fernand est tombé malade à l'automne 2022. Cancer du pancréas. Le médecin a annoncé une affaire de mois, mais Fernand a toujours été têtu, même pour mourir. La maladie a duré presque 2 ans. Et pendant ces 2 ans, Isabelle l'a soigné comme elle aurait soigné un père, un frère, un enfant. Elle lui a donné à manger quand il n'a plus pu manger seul, l'a changé quand c'était nécessaire, lui a lu les gros titres du Progrès quand il n'a plus bien vu. Un jour, elle lui a enlevé une écharde du doigt. Une toute petite écharde qu'il n'arrivait plus à enlever à cause du tremblement de ses mains. Et pendant qu'elle la lui enlevait à la pince, dans la lumière de la lampe du salon, il lui a dit « Merci Isabelle ». Un mot qu'en 51 ans, il ne lui avait presque jamais dit. Isabelle est allée pleurer dans la cuisine. Elle pleurait pour lui, ça oui. Parce qu'un homme qu'on voit s'éteindre, on ne peut pas ne pas l'aimer un peu. 51 ans, c'est 51 ans, des enfants, des hivers, des étés de sécheresse, le passage du franc à l'euro, la mort du chien Toto. Mais elle pleurait aussi, et c'est ça qui est difficile à dire, la perte du seul rôle qu'elle avait su jouer dans sa vie, celui de sa femme. Parce que qu'est-ce qu'elle allait bien pouvoir être si elle cessait d'être la femme de Fernand? Chapitre 7, la résurrection par les gestes. La mort de Fernand a ouvert une brèche. Et dans cette brèche, les gestes les plus simples sont devenus des actes de libération. Ce lundi d'octobre, pour la première fois depuis 46 ans, Isabelle s'est retrouvée seule dans la maison. Elle s'est préparé le café comme tous les matins, dans la cafetière italienne. Quand elle l'a versé dans le bol bleu de Fernand, elle s'est arrêtée. Ce n'était pas son bol. Elle a vidé le café, lavé le bol, l'a rangé dans le placard du haut où elle ne le voyait plus. Et elle s'est servi le café dans une petite tasse en faïence blanche que sa mère lui avait offerte pour son mariage et qu'elle n'avait presque jamais utilisée. C'était des larmes différentes, écrit-elle. C'était des larmes de quelle fatigue, mon Dieu, quelle fatigue j'ai portée à l'intérieur pendant tant d'années. Ce même jour, elle a ouvert toutes les fenêtres en même temps, désobéissant à Fernand qui disait que les courants d'air donnaient des rhumes. Elle a laissé entrer le vent, qui a fait bouger les rideaux et a emporté l'odeur d'homme malade restée dans les murs pendant 2 ans. Pour la première fois, la maison sentait la maison. Sa maison. Chapitre 8.
La conquête de l'insignifiant. Les semaines qui ont suivi ont été des semaines de découverte. À 76 ans, on ne devrait pas se découvrir comme une adolescente, dit Isabelle. Mais ça a été comme ça. Elle a découvert qu'elle aimait France Musique, que le jazz lui faisait quelque chose dans la poitrine que rien ne lui avait fait avant, que les chansons de Léo Ferré lui donnaient envie de danser dans la cuisine toute seule. Elle est descendue au café Saint-Vincent, sur la place, un après-midi de fin octobre. Elle n'était pas entrée seule dans un café depuis 50 ans. Elle a commandé un café crème et une tarte aux pommes. La jeune fille qui l'a servie, qui devait avoir 20 ans, lui a dit « Asseyez-vous, madame, je vous l'apporte ». Et elle s'est assise à une table près de la fenêtre, au soleil, et elle a pris son café tout doucement, en regardant passer les gens. Elle n'a pas lu, elle n'a rien fait, elle a juste regardé. Et à ce moment-là, assise à cette table, elle a senti que son corps entier lâchait quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle tenait serré. C'est une voisine, Madame Cussac, veuve depuis 3 ans, qui lui a montré un petit guide avec de petites habitudes pour les femmes de leur âge, des femmes qui ne se sont plus occupées d'elles depuis longtemps. Isabelle l'a lu 2 fois en une semaine et s'est mise à faire ce qu'il disait, doucement, sans se forcer. Les résultats ont été stupéfiants. Le cholestérol a baissé, la tension s'est stabilisée, la glycémie est rentrée dans la norme. Son médecin, le docteur Lemoine, qui la connaît depuis 1992, n'y croyait pas. Isabelle lui a dit « J'ai recommencé à vivre, docteur ». Chapitre 9. Retour à l'atelier. En mars, Isabelle s'est inscrite à des cours de peinture. Elle a sorti du tiroir du buffet la boîte Lefranc et Bourgeois, qui était là depuis 1978. Certains godets avaient séché, mais d'autres marchaient encore. Elle en a acheté de nouveaux. À l'atelier de la Maison de la Culture de Mâcon, il y avait 7 autres personnes, toutes des femmes plus âgées qu'elle ou de son âge. Le professeur, Émilien, un homme de 35 ans avec une barbe rousse et beaucoup de patience, lui a demandé « Madame, vous avez déjà peint ?» Elle lui a dit que oui, il y a longtemps. Maintenant, elle peint le mardi, et certains samedis aussi. Sur la table de la salle à manger, qu'elle a transformée presque en atelier. Elle peint la cour, la lumière qui entre par la fenêtre, sa chatte pomme que Catherine lui a offerte à Noël. « Je ne peins pas bien, » dit-elle, sans coquetterie. « Je peins vrai. Je peins ce que je vois. Et chaque fois que je finis une aquarelle, aussi mauvaise soit-elle, je me dis « Isabelle, ça c'est toi qui l'as fait, c'est à toi. Personne ne t'a dit comment le faire. » Chapitre 10. La métamorphose de la maison. La maison a changé aussi. Le lit conjugal a été défait, remplacé par un lit simple, un peu plus étroit, qui lui suffit largement et dans lequel elle dort en diagonale si l'envie lui en prend. La chambre de Philippe est devenue une pièce de couture. Sa mère lui avait appris à coudre, mais elle n'avait pas cousu depuis son mariage. Le bureau de Fernand, où il s'enfermait pour faire Dieu sait quoi, a été vidé complètement. Isabelle a sorti tous ses papiers, archivé ce qui devait l'être, donné ce qui pouvait se donner. Le reste, elle a brûlé dans la cour, un après-midi de janvier, et a fait de la pièce un petit salon de lecture avec un vieux fauteuil de sa mère qu'elle a sauvé du grenier, une lampe neuve, et une étagère avec tous ses livres, ceux qu'elle cachait dans la chambre et les nouveaux qu'elle a achetés depuis. Elle a vendu aussi beaucoup de choses qui étaient à Fernand et qui ne lui disaient rien. Ses collections, ses montres, ses tableaux de chasse avec leurs faisans morts pendus par le cou. Catherine lui a demandé « Maman, ça te fait pas mal de vendre les affaires de papa ?» Et elle a répondu « Ma chérie, ce qui me faisait mal, c'était de vivre au milieu. » Chapitre 11. Une fraternité de femmes. Isabelle s'est fait des amis. 3 surtout, Madame Cussac, la voisine, Sylvaine, rencontrée à l'atelier de peinture, veuve elle aussi depuis 5 ans, et Camille, 52 ans, la fille de l'ancienne propriétaire de la mercerie où sa mère achetait son tissu. Toutes les 4 se retrouvent le jeudi après-midi pour prendre le thé et parler. De tout. De politique, parce qu'Isabelle s'y connaît, finalement, de livres, de leur vie, des hommes qu'elles ont eus, des peurs qu'elles ont traversées, de ce qu'elles ont découvert trop tard et de ce qu'elles ont encore le temps de découvrir. Un après-midi, il y a quelques semaines, Sylvaine a demandé à Isabelle « Si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu dirais à la jeune fille de 24 ans qui était sur le point d'épouser Fernand ?» Isabelle est restée silencieuse un moment, parce que ce n'est pas une question facile. Et à la fin, elle a dit « Je lui dirais de ne pas être pressée. Je lui dirais que se marier n'est pas un but. Je lui dirais qu'un homme qui vous éteint la lumière doucement vous éteint pareil que celui qui vous l'éteint d'un coup, sauf que vous mettez plus longtemps à le voir. Je lui dirais de prendre soin de son travail, de son argent, de ses amis, de ses bêtises à elle, de sa boîte d'aquarelle, de tout ce qui paraît petit parce que c'est ce qui tient une femme debout quand le grand commence à céder. » Chapitre 12. L'appel à la vie. Je veux dire bien clair et qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas trop tard. J'ai 76 ans. J'ai commencé à vivre il y a 14 mois. Isabelle a pris à boire son café dans sa tasse. À peindre à nouveau.
à dormir bien, à dire non, à voix haute, sans s'excuser, à s'asseoir seule dans un café, à voyager. Elle est partie 3 jours à Annecy avec Sylvaine. En train, elles ont dormi dans une petite pension au bord du lac, mangé du gâteau de Savoie, et rien d'autre. Elle qui n'était jamais sortie de sa commune toute seule, elle a appris tout ça à 76 ans. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un meure pour que vous commenciez, écrit-elle. C'est ce qui me fait le plus mal dans ma propre histoire. Que moi, j'ai eu besoin que Fernand meure pour me retrouver. Mais vous, je vous demande de ne pas attendre. Conclusion, le choix de vivre. Isabelle termine son témoignage par une confession bouleversante. Je ne suis pas tout à fait une victime, vous savez. Je suis une femme qui a appris très jeune à se taire et qui n'a pas eu le courage de désapprendre tant qu'il était là. Et ça aussi, c'est ma responsabilité en partie. Mais elle refuse de s'y arrêter. Elle sait combien de femmes partagent son histoire, combien sont mortes sans savoir ce qui leur plaisait, combien ont remis dans le tiroir la boîte d'aquarelle sans la rouvrir, combien sont encore vivantes maintenant, assises dans une cuisine qui ressemble à la sienne, avec un mari au salon, en train de se dire qu'il est déjà trop tard. Il n'est pas trop tard. Chaque jour est une possibilité. Chaque tasse de café est un acte de résistance. Chaque aquarelle est une affirmation de soi. Je me regarde dans la glace de la salle de bain le matin, et je ne vois plus une vieille femme triste. Je vois Isabelle. Je vois Isabelle Bourdon, fille de Marcel et Geneviève, née à Mâcon en avril 1950. Après tant d'années sans la voir, elle est là, elle a les cheveux blancs, elle a des rides autour des yeux, elle a la peau fine du cou. Mais c'est elle, c'est Isabelle. Épilogue pour les femmes qui attendent. Ce texte n'est pas un simple témoignage. C'est un manifeste pour toutes celles qui ont appris à se rendre invisibles, qui ont confondu l'amour avec l'effacement, qui ont cru que la vie était une récompense qu'on reçoit à la fin d'un examen. La vie est maintenant. La vie est le café qu'on boit dans sa tasse, le vent qui entre par les fenêtres qu'on a ouvertes, la couleur qu'on pose sur le papier, le corps qu'on honore, les amis qu'on choisit, les voyages qu'on entreprend. À 76 ans, Isabelle nous rappelle que le droit de vivre personne ne vous le donnera. Ce droit-là, c'est vous qui le prenez. Pierre par pierre, lentement, après des années et des années de démolition. Et si vous êtes avec un homme qui vous éteint, qui vous rétrécit, qui vous rend ridicule les choses qui vous plaisent, souvenez-vous de la boîte d'aquarelle. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas perdue. Elle attend. N'attendez pas la mort pour vivre. Levez-vous demain et ouvrez les fenêtres. Servez-vous le café dans votre tasse. Et commencez.